Bonjour à tous et bonjour à vous également. Moi, je m'appelle Jessica Vial. Je suis climatologue de formation et j'ai aussi travaillé pendant de nombreuses années dans la recherche et je connais bien certains des invités ici. Et aujourd'hui, donc, je suis médiatrice scientifique et formatrice indépendante. J'ai créé une structure qui s'appelle Climédia, qui vise à accompagner les différents acteurs de la société dans la transition écologique et sociale. Et donc, je suis ravie d'animer cette table ronde donc sur le rôle de l'océan dans le climat et dans le réchauffement climatique. Donc l'océan qui agit en tant que régulateur du climat et également en tant que témoin qui subit un peu beaucoup même les effets du changement climatique. Et donc, je vais vous présenter directement nos trois invités. Et pour faire ça, j'ai choisi d'utiliser cette image que j'ai trouvée très jolie et qui est une image satellite en fait qui représente une efflorescence phytoplanctonique. Donc, c'est une prolifération d'algues microscopiques qu'on voit par les colorations vertes là sur l'image. Et qui sont, c'est des petites algues qui sont à la dérive proche de la surface des océans et qui sont entraînées par les courants océaniques, par les tourbillons, là, comme on voit. Et en fait, j'ai choisi cette image car elle reflète assez bien la diversité, la complémentarité des disciplines scientifiques qui seront représentées ici par nos invités. Et ça montre aussi un petit peu, en quelque sorte, la façon dont tout est un peu interconnecté dans l'océan et de manière générale dans le système climatique. Alors, sur cette image, donc, j'associe les petits tourbillons, les filaments qu'on voit, à Samuel Bourri et Sabrina Specht. Donc Sabrina, donc tous les deux, vous étudiez en fait l'océan du point de vue de la dynamique des fluides et des processus qui régissent la forme de ces courants océaniques et de la circulation. Et donc Sabrina, tu es professeure au département de géosciences de l'ENS, donc l'école normale supérieure. Tu es également chercheuse au laboratoire de météorologie dynamique de l'ENS également. Et tu es océanographe physicienne spécialisée dans la compréhension de la dynamique océanique et son rôle dans le climat. Et tu es également coprésidente du comité international Ocean Observing for Physics and Climate, qui est donc sous l'égide des Nations Unies, de l'Organisation météorologique mondiale et de l'International Scientific Council. Donc, si j'ai bien compris, c'est une sorte de comité qui a pour but de faire des recommandations sur les priorités de recherche en lien avec les observations. C'est bien ça ? Pas uniquement les priorités des recherches, mais aussi les observations qui servent à monitorer les climats et aussi les observations qui servent à l'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est une coordination vis-à-vis des nations. C'est une aide à la décision pour les nations. Ok, d'accord, merci. Samuel Bourri, tu es chargé de recherche au CNRS et ça fait à peine une semaine. Donc, félicitations pour ton nouveau poste. Tu travailles au laboratoire matières et systèmes complexes à l'université Paris-Cité. Tu as un profil de mathématicien et physicien avec une approche appliquée à l'océanographie. Tu abordes les questions de la dynamique des océans à travers l'approche expérimentale et théorique dite des systèmes complexes. Donc c'est un petit peu énigmatique pour moi. On aura l'occasion d'en parler durant la table ronde. Et à ce titre, tu as reçu le prix de thèse Systèmes complexes en 2021 qui t'a été décerné par l'Institut des systèmes complexes. Et donc Laurent Bopp, tu es directeur de recherche au CNRS, tu travailles également au laboratoire météorologique de l'ENS. Et sur cette image, toi, je t'associe davantage à la couleur verte, donc les petites algues, car voilà, tu es biogéochimiste. Tu es spécialiste de la modélisation du cycle du carbone océanique et de ses impacts sur les écosystèmes marins. Et tu as également participé à la rédaction des 5e et 6e rapports du GIEC dans 2 chapitres différents, l'un sur le cycle du carbone et des autres composés biogéochimiques, et l'autre sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins. Voilà pour la présentation. Merci d'être là et merci d'être présent à cette table ronde. Donc, c'est une table ronde au cours de laquelle
on va essayer de dresser un peu une vue d'ensemble du rôle de l'océan dans le réchauffement climatique. Et on va aborder également la manière dont les connaissances scientifiques sont construites, comment l'océan est étudié, observé et modélisé, quels sont les points de débat au sein de la communauté scientifique, comment est-ce qu'on construit un consensus scientifique sur certaines questions. Et donc on va essayer aussi d'apporter de la transparence sur le processus scientifique, de comprendre comment la communauté scientifique travaille et acquiert de la confiance dans ses résultats et ses conclusions. Et à la fin, on gardera du temps pour un échange avec vous. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par toi, Sabrina. Une première question. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on dit que l'océan est le grand régulateur du climat ? Qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les mécanismes qui régulent le climat, tout simplement ? Alors, merci beaucoup Jessica et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, quand on regarde les systèmes climatiques, on peut les voir sur une photo prise par l'espace de la Terre. Donc, on voit très peu l'atmosphère et pourtant on associe climat, météo et atmosphère. Et en fait, l'atmosphère, c'est juste un sous-système du système climatique. Il y a l'océan, les continents, la glace ou la neige et aussi tout ce qui est vivant, comme on le voit dans cette image et dont probablement Laurent parlera. Mais donc, ce qui est intéressant sur notre planète, donc il y a une planète bleue parce qu'elle est couverte par 2/3 par l'océan qui est fait d'eau. Donc, on a deux fluides, l'atmosphère qui est en gaz et l'océan qui est formé d'eau. Et donc, l'océan, on ne voit pas à travers l'océan, tandis qu'on voit à travers l'atmosphère. C'est parce que l'océan est opaque, mais opaque au visible, donc au rayonnement visible, mais aussi opaque à tout rayonnement. Et donc, c'est un absorbeur d'énergie et les systèmes climatiques est gouverné par la quantité d'énergie qui arrive sur la Terre et qui est retransformée. Donc, à la fin de la transformation, elle part comme infrarouge. Et donc, on était jusqu'à là statistiquement à l'équilibre entre l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort du système. Mais donc, l'océan, c'est lui qui absorbe énormément d'énergie. Et vous savez très bien que pour faire bouillir de l'eau, ça prend du temps parce que l'eau est peut-être la matière présente, les liquides présents sur notre planète qui a la plus grande capacité spécifique des chaleurs. Ça veut dire qu'il faut énormément de chaleur pour faire élever d'1 degré Celsius sa température. Et donc, il faut beaucoup d'énergie pour lui faire changer des températures. Et donc, c'est lui qui absorbe l'essentiel de cette chaleur. Et non seulement il l'absorbe, mais il la enfouit à son intérieur et il la transporte d'un endroit à l'autre. Un exemple, par exemple, c'est donc la Terre reçoit de l'énergie essentiellement dans les régions tropicales. C'est pour cela que dans les tropiques, il fait chaud. Et elle en perd essentiellement dans les régions polaires. Et les systèmes climatiques, grâce à cette différence de température, génèrent des vents. Et les vents entraînent des courants, comme les Gulf Stream, qui prennent de l'eau chaude dans les tropiques et l'amènent vers les moyennes et hautes latitudes à travers les Gulf Stream et la dérive nord-atlantique. Et cette eau reste chaude pendant des années, même plus que 10 ans. Et il continue à alimenter l'atmosphère avec de la chaleur et aussi de la vapeur d'eau, donc de l'eau gazeuse. Et dans cet échange, aussi, l'océan donne de la chaleur à l'atmosphère. Donc, et donc, ce transport des chaleurs qui s'est fait par l'atmosphère, mais aussi beaucoup par l'océan, c'est un élément essentiel déjà de notre système climatique. Et si on parle du changement, donc aujourd'hui, on sait qu'on a plus de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Donc, il y a plus d'énergie qui est absorbée par les systèmes, ce qu'on appelle énergie infrarouge, au rayonnement infrarouge. Et ce surplus d'énergie va fondre la glace, va chauffer l'atmosphère, mais aussi il est absorbé par l'eau océanique et réchauffe aussi un peu le sol. Et donc, de toute cette chaleur qui est absorbée par les systèmes, on trouve uniquement 1% dans l'atmosphère et 90% dans l'océan. Donc aujourd'hui, l'océan, c'est vraiment la machine qui absorbe de la chaleur, qui l'envoie pour beaucoup à son intérieur, et donc il réémergera vers l'atmosphère dans 10, 100, 1000 ans peut-être.
Ok, donc c'est en ça qu'on dit que c'est un régulateur, ça stocke la chaleur, et temporairement, ça va modérer, on va dire, le réchauffement climatique. Oui, oui. La question, ça sera si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre et on cherche de les emprisonner à nouveau dans les sols, etc. Quel sera le temps qu'émettra l'océan pour perdre cette chaleur, mais peut-être elle la perdra lentement, donc on la verra pas ressurgir de manière forte, et donc il n'y aura pas des énormes conséquences. Mais dans tous les cas, il y a 90% de cette chaleur qui est emmagasinée dans l'océan pour l'instant. Ok. Et du coup, si on arrêtait d'émettre des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, admettons, scénario totalement irréaliste, mais admettons, l'océan continuerait à restituer cette chaleur à l'atmosphère ou à la glace, et donc oui. Le réchauffement continuerait encore sur plusieurs années, c'est ça? Et essentiellement, c'est ce qu'on pense. Naturellement, on a des modèles pour tester si cette hypothèse est vraie, mais bon, les modèles, c'est une approximation de la réalité, donc on ne sait pas, on parlera d'incertitude plus tard. Mais dans tous les cas, il y a une circulation grande échelle, celle qu'on appelle circulation thermoline. On dit de manière un peu fausse, est-ce que le Gulf Stream peut s'arrêter? Donc c'est ce type de circulation qui amène de la chaleur très en profondeur, et donc ça peut mettre des centaines d'années avant de réémerger. Ok. Alors, il y a une autre conséquence de ce réchauffement des océans qui est liée à l'intensification et à une plus grande fréquence des événements extrêmes. Et donc, très concrètement, là, on sait des observatoires Copernicus et de la NASA que l'océan Atlantique a battu des records de température en 2023-2024. Et du coup, est-ce que ça peut expliquer ce réchauffement de l'océan? Le surcroît de pluviométrie qu'on a eu dans certains endroits en Europe, dans le nord de la France, là, depuis plusieurs mois, il a plu beaucoup. Est-ce que c'est lié à ce réchauffement de l'océan? Alors, naturellement, tous ces sujets sont des sujets encore en étude. C'est clair qu'il y a un couplage, d'ailleurs, entre ce qui se passe, les événements météorologiques et l'océan. Donc, ils sont en continuel échange. Mais si on prend l'exemple de ce qui se passe dans l'océan tropical, quand vous savez que dans l'océan tropical, sur les océans tropicaux naissent les tempêtes tropicales qui peuvent devenir des cyclones tropicaux. Donc, les cyclones tropicaux, se déclenche généralement quand il y a des situations de vent particulières, mais surtout quand il y a une température de l'océan qui dépasse les 28 degrés Celsius. Et donc, ces dernières années, ces températures ont été dépassées souvent. Et donc, les cyclones sont devenus plus intenses, non dans les vents, mais surtout dans la quantité d'eau qu'ils peuvent contenir. Et c'est là parce qu'un océan plus chaud réchauffe de manière plus efficace l'atmosphère surjacente. Et donc, une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'eau, la quantité d'eau précipitable. Et donc, ces systèmes, ça s'est emballé parce que l'océan est plus chaud. Et donc, ça permet aussi en Méditerranée, on a eu des événements en fin d'été, début automne, l'année dernière ou les années précédentes, qui ont été, ou cette année aussi, qui ont été très dévastateurs en pluie. Et ça, c'est dû au fait que l'océan est plus chaud et donc relâche de manière plus efficace de la vapeur et qui peut être contenue en majeure quantité par l'atmosphère. Ok, merci. Je vais passer la parole à Samuel. Samuel, tu as beaucoup travaillé toi aussi sur la circulation océanique et la circulation thermohaline. Quand on parle de cette circulation, on pense souvent à la plongée des eaux froides, des salées dans le nord, dans les régions polaires. C'est à travers ce mécanisme, c'est ce qui pilote un peu cette circulation, je crois, et c'est à travers ce mécanisme que la chaleur est stockée dans les profondeurs de l'océan, mais on parle très peu, au final, des remontées d'eau chaude vers la surface. C'est l'impression que j'ai eue. Et toi, c'est là-dessus que tu as beaucoup travaillé. Et du coup, j'aurais voulu que tu nous en dises un petit peu plus sur le rôle de ces remontées d'eau moins dense, d'eau chaude vers la surface. Quel est le rôle de ça dans le système climatique et voilà, quels sont les... Oui, alors, on ne sait pas qu'on en parle
si on en parle moins, c'est pas que c'est moins important dans la régulation du climat ou dans la circulation thermohaline elle-même, c'est plutôt que ça n'a pas les mêmes conséquences. Visuellement, c'est pas aussi marquant. Et c'est aussi quelque chose qu'on comprend beaucoup moins bien et qu'on arrive beaucoup moins facilement à expliquer. Donc c'est ce que Sabrina disait juste avant, et on s'était évoqué dans la table ronde précédente également. Il y a cette circulation globale à l'échelle du monde, donc on appelle la circulation thermohaline, et qui parcourt un peu tous les océans, qui permet de transporter la chaleur, l'énergie, d'un point de l'océan à un autre, donc essentiellement depuis les régions plus chaudes, donc les tropiques justement, vers les régions plus froides, vers les pôles. Donc généralement, on a comme ça un transport vers d'autres latitudes de la chaleur, et également vers les profondeurs. On passe plutôt de la surface vers la profondeur des océans. Cette circulation thermohaline, en quelque sorte, de façon très schématique, on peut la voir comme une succession de branches, et des branches de surface et des branches en profondeur, et elles sont connectées entre elles. Il y a des points plutôt donc assez localement où la circulation thermohaline va plonger, donc c'est quelque chose qu'on comprend assez bien. Ça se produit au niveau des pôles essentiellement. Vous avez de l'eau chaude qui arrive en contact avec l'eau plus froide au niveau de la glace. Donc l'eau se refroidit, elle devient donc plus dense, elle se charge également en sel du fait de la formation de la glace. Et donc par ces processus, l'eau devient plus dense et coule assez naturellement, et donc réchauffe comme ça en même temps les couches plus profondes de l'océan. Après, cette eau va couler et circuler au fond de l'océan, donc dans ces branches souterraines. Mais la circulation thermohaline, il faut voir ça comme une boucle à l'échelle du globe. Donc à un moment, il faut bien fermer cette boucle, c'est-à-dire qu'il faut faire remonter ces eaux qui sont devenues plus froides et plus salées, qui sont au fond de l'océan, vers la surface, de façon à clore la circulation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup moins bien. Alors ça a été mesuré dans les océans, ça se produit de façon beaucoup plus éparse sur des régions géographiques qui sont beaucoup plus grandes. C'est vraiment au cœur des océans, au cœur de l'océan Indien, de l'océan Atlantique notamment. Et c'est beaucoup plus difficile conceptuellement à imaginer. Donc il faut bien voir qu'on a de l'eau qui est dense, on va la refaire remonter à la surface, c'est très difficile. Ce qui se passe, c'est qu'on a des processus de mélange qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il faut voir l'océan comme, d'un point de vue physique, c'est comme ça qu'on le voit, comme une succession de couches de densité différentes. Il faut imaginer qu'on prend une couche très dense au fond, on la mélange avec la couche au-dessus, on obtient une eau un peu moins dense, et on mélange comme ça des couches successives, et on peut permettre comme ça à l'eau de remonter vers la surface très localement. Et donc si on le fait sur des espaces suffisamment grands, on arrive comme ça à faire remonter l'énergie plutôt vers la surface et à clore cette circulation thermohaline, et avoir comme ça cette grande boucle qui circule dans tout l'océan. Alors après, c'est un élément qui est du coup central au niveau de la dynamique des océans, puisque c'est ça qui permet, de la même façon que la plongée des eaux va piloter une partie de la circulation thermohaline, la remontée des eaux va piloter également une autre partie de la circulation thermohaline. C'est ça qui permet d'entretenir tout le cycle. Donc c'est vraiment deux aspects qui sont vraiment fondamentaux. Alors après, cette question de mélange océanique, de remontée des eaux, c'est quelque chose qui est beaucoup bien compris, qu'on arrive à mesurer, qu'on n'arrive pas encore bien à modéliser et à prendre en compte dans des modèles climatiques. Voilà. Ok. Et du coup, c'est un peu par ce biais-là que, entre autres, donc la chaleur, elle remonte du fond des océans vers la surface. Et c'est un peu un mécanisme par lequel l'océan va restituer la chaleur vers l'atmosphère. Et du coup, est-ce que quand on aura mieux compris ces mécanismes-là, on sera plus en mesure d'estimer sur combien de temps, après, par exemple, avoir arrêté les émissions de gaz à effet de serre, l'océan va pouvoir continuer à réchauffer l'atmosphère ou pas? Est-ce que ça fait partie, ce mécanisme-là des remontées d'eau chaude qu'on ne comprend pas bien, est-ce que ça fait partie est-ce que c'est ça qui nous bloque dans le fait de dire si on arrête les émissions, ça va pouvoir se réchauffer encore pendant tant de temps? Enfin, je ne sais pas si je suis bien très claire là sur ma question. Oui, si. Alors du coup, c'est vrai que c'est pas ces remontées qui participent directement au réchauffement de l'océan ou au réchauffement donc de l'atmosphère par des échanges ensuite, puisque c'est essentiellement un phénomène qui va être dissipatif, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'énergie dans l'océan, donc de l'énergie mécanique essentiellement, c'est les forces de marée, l'énergie qui vient des tempêtes en surface, qui va servir ensuite à mélanger les couches océaniques et donc va dissiper de l'énergie. En fait, on injecte de l'énergie pour permettre à cette eau de remonter. Par contre, il y a vraiment un frein au niveau de notre compréhension du climat, au fait de ne pas vraiment comprendre cette remontée des eaux. Tout simplement parce que quand on essaye de modéliser le climat avec des simulations numériques notamment,
à un moment, on est obligé de se dire on arrête de faire les simulations, on arrête de calculer, parce que c'est beaucoup trop coûteux en temps et en énergie. Donc c'est-à-dire qu'on a une grande gamme d'échelles à calculer, on cherche à calculer ce qui se passe à l'échelle de la Terre tout entière. Quand on arrive à des échelles qui sont toutes petites, typiquement les échelles de dissipation énergétique dans les océans, donc de l'ordre du micromètre, si on voulait résoudre toutes les échelles précisément, là on aurait besoin d'un temps de calcul virtuellement infini, donc on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en général, c'est qu'on se dit tout ce qui se passe en dessous d'une certaine échelle, on arrête de le calculer, et à la place, on met un modèle, une sorte de boîte noire qu'on a imaginé avant, et on envisage que ce qui se passe en dessous de ces échelles, c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on peut décrire avec des équations, avec des modèles. Mais après, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont bons ou faux. Donc par exemple, on peut se dire on arrête de calculer tout ce qui se passe en dessous du mètre, et à partir de là, on imagine que c'est juste un modèle qu'on a pu calculer avec des équations. Et alors après, ça dépend ce qu'on met dedans, ça dépend des approximations qu'on a pu faire, ça dépend de la compréhension qu'on a du système océanique. Et donc là, il y a toute la difficulté, par exemple, de vraiment comprendre ce mélange océanique, puisque c'est quelque chose qui se passe en dessous de ces échelles. C'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut inclure dans les modèles océaniques, et donc dans les modèles de climat, cette remontée des eaux et les mécanismes qui permettent de l'expliquer. Ok, merci. Donc toi, Laurent, tu es spécialiste du carbone, du cycle du carbone océanique. Et donc ça, c'est un autre rôle important que joue l'océan dans le système climatique. C'est sa capacité à absorber le carbone qu'on émet, notamment. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne le cycle du carbone océanique ou le cycle du carbone tout court ? Oui, je peux. Merci Jessica. Oui, donc on a parlé d'énergie. L'autre grande dimension, l'autre grande thématique quand on s'intéresse au lien entre océan et climat, c'est le cycle du carbone. Donc je vais commencer par dire que l'océan, c'est un énorme réservoir de carbone. On a vu que c'était un énorme réservoir d'énergie capable de stocker de l'énergie additionnelle. C'est aussi un énorme réservoir de carbone capable de stocker une partie du carbone additionnel, on en parle tout à l'heure. Il y a 50 fois plus de carbone dans l'océan que dans l'atmosphère. Alors pourquoi il y a tant de carbone dans l'océan, qui a un volume somme toute limité? Pourquoi est-ce que l'océan est capable de contenir tant de carbone? Il y a plein de raisons qui l'expliquent. Je vais en citer rapidement 3. La première, c'est une chimie du carbone dans l'océan qui est très différente de ce qui se passe dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, le carbone, il est principalement sous forme de CO2. Et le CO2, il y a très peu de chimie associée. Il reste sous forme de CO2. Mais par contre, quand le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il va se combiner avec des molécules d'eau, il va donner des ions, les ions bicarbonate en particulier. Et ces ions bicarbonates, finalement, ils sont cachés de l'atmosphère parce qu'ils ne sont plus capables d'être échangés avec l'atmosphère. Seul le CO2, qui est à la fois un gaz dissous et puis un élément qui peut être un gaz qui peut se dissoudre et qui peut être échangé avec l'atmosphère, c'est pas le cas pour l'ion bicarbonate. Et compte tenu du pH de l'océan, la majeure partie du carbone est stockée sous forme d'ion bicarbonate. Donc là, ça permet à l'océan de contenir beaucoup de carbone sans qu'il ne soit vu de l'atmosphère. Et ensuite, il y a deux autres processus importants qui expliquent pourquoi l'océan contient tant de carbone. Le premier est lié à la circulation dont on parle et à cette plongée d'eau froide. L'eau froide, elle peut contenir plus de carbone parce que le CO2 est plus soluble dans l'eau froide. Et donc cette plongée d'eau froide, elle emmène aussi du carbone en profondeur parce qu'on a beaucoup de carbone, le CO2 est plus soluble. Et donc ça permet aussi de cacher du carbone en profondeur loin de l'atmosphère. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, elle est liée à ce qu'on voit sur cette photo satellite. La vie dans l'océan a aussi un rôle crucial dans les échanges de carbone entre l'océan de surface et l'océan profond. Pourquoi ? Parce que le phytoplancton, ces microalgues dont on voit ici la trace avec ses couleurs vertes, quand elles se développent, quand elles font de la photosynthèse, elles absorbent une partie du CO2 présent dans les eaux de surface, elles fabriquent de la matière organique et il y a une fraction de cette matière organique, alors les cellules de phytoplancton mortes ou alors le zooplancton, une fois qu'il mange le phytoplancton, il va produire des pelotes fécales ou alors des cellules mortes ou des organismes morts. Toute cette matière organique ou une partie de cette matière organique va chuter juste à cause de la gravité vers le fond de l'océan et amener du carbone dans le fond de l'océan. Donc l'océan contient beaucoup plus de carbone que l'atmosphère. C'est ça mon premier point. Et puis le deuxième point, peut-être pour expliquer pourquoi ces échanges de carbone entre atmosphère et océan sont importants pour le climat, je peux donner une illustration en nous tournant vers le passé. Si on s'intéresse à il y a 20 000 ans, c'était le moment où la Terre était couverte en grande partie par des énormes calottes glaciaires, en tout cas dans l'hémisphère nord. La température était plus froide d'à peu près 5 degrés. Et on sait que pendant cette période, l'océan contenait plus de carbone qu'aujourd'hui. Et ça explique pourquoi le CO2 était moins élevé qu'aujourd'hui dans l'atmosphère. Et ça explique en partie pourquoi le climat était plus froid. Donc on voit bien que ces échanges de carbone entre océan et atmosphère, dans l'histoire de la Terre, expliquent en partie les variations du CO2 et donc les variations du climat. Ok. Et du coup, alors, aujourd'hui, l'océan, il absorbe environ 25%
c'est ça, de nos émissions de dioxyde de carbone. Mais on pense qu'il va y avoir une diminution de cette absorption avec le réchauffement climatique, notamment parce que les eaux sont peut-être trop chaudes et elles permettent moins la dissolution de ce carbone. Donc là, j'ai en partie peut-être répondu à la question que je voulais te poser. Du coup, pourquoi et quelles sont les conséquences du fait que l'océan sera moins absorbant en carbone ? Donc oui, comme pour la chaleur, où l'océan finalement ralentit la vitesse à laquelle l'atmosphère se réchauffe parce qu'il absorbe de l'énergie, c'est pareil pour le carbone. L'océan ralentit à la vitesse à laquelle le CO2 augmente parce qu'il absorbe une partie de nos émissions, donc les 25% dont tu parles. Alors pourquoi est-ce qu'il absorbe ces 25% de nos émissions aujourd'hui ? Principalement parce que le CO2 augmente dans l'atmosphère plus vite qu'il n'augmente dans l'océan de surface. Et donc on a un déséquilibre des pressions de CO2 de part et d'autre de l'interface air-mer. Et ce déséquilibre, il génère un flux de carbone vers l'océan de surface. Et puis ensuite, une fois dans l'océan de surface, les courants ou le phytoplancton vont transporter ce carbone vers l'océan profond. Donc c'est ça qui explique les 25%. C'est principalement physico-chimique. Et donc on a des inquiétudes sur la capacité de l'océan à continuer à absorber ces 25% de nos émissions, avec des conséquences importantes sur les trajectoires de réchauffement futures en réponse à nos émissions. Donc oui, tu as répondu en partie. L'océan sera moins efficace ou est déjà moins efficace aujourd'hui parce que les eaux de surface se sont réchauffées et donc le gaz est moins soluble, l'océan absorbe moins de carbone. Et il y a d'autres mécanismes de plus en plus complexes qui nous permettent de douter de la capacité de l'océan à continuer à absorber du carbone. J'en mentionne juste un, c'est les changements de circulation dont on n'a pas encore parlé. Parce que l'océan se réchauffe, cette circulation dont on parle là, elle est modifiée. L'océan, il est aussi plus stratifié, donc il y a moins de mélange entre les couches de surface et puis les couches d'en dessous. Et donc s'il y a moins de mélange et si l'océan est plus stratifié, le CO2 qui arrive en surface, il pénètre moins facilement en profondeur. Et donc l'océan de surface, il est moins efficace à capter du CO2 additionnel. Donc c'est quelque chose d'important qu'on doit étudier pour être capable de prévoir ou de projeter correctement les trajectoires de réchauffement du système climatique. Ok. Et donc l'océan, il absorbe ce carbone, ce qui est c'est une bonne chose, même si ça va être moins efficace dans le futur. Mais d'un autre côté, ça a aussi des conséquences assez importantes concernant notamment la biodiversité marine. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là ? Oui, donc on a parlé des bienfaits de l'océan finalement, qui absorbe de la chaleur et du carbone. Et le revers de la médaille, c'est le fait que l'océan se réchauffe et le fait que l'océan absorbe du carbone. Ça a des conséquences importantes sur les écosystèmes marins et sur la biodiversité en particulier. Donc je parle que du carbone maintenant. Ce CO2 absorbé par l'océan, c'est un acide faible et donc il acidifie l'océan. Et donc le pH de l'océan, qui est cette mesure de l'acidité, diminue aujourd'hui. On est capable de le mesurer et de le montrer grâce à toutes les mesures qui sont prises dans l'océan. Et cette baisse de pH, cette augmentation de l'acidité, elle a des conséquences importantes sur beaucoup d'organismes marins. Et en particulier sur tous les organismes qui fabriquent des coquilles ou des squelettes en calcaire. Donc vous avez en tête peut-être les organismes coralliens qui fabriquent des squelettes en calcaire, mais il y a beaucoup d'autres types d'organismes, les huîtres, les moules, donc les bivalves, et puis aussi des micro-organismes. Il y a des espèces phytoplanctoniques qui fabriquent des coquilles en calcaire. Et en fait, dans un monde ou dans un océan qui est plus acide, où le pH est plus bas, c'est plus difficile pour ces organismes de continuer à fabriquer ces coquilles, ces squelettes en calcaire. Et donc oui, on s'inquiète de la réponse des écosystèmes marins de façon générale, et en particulier de toutes ces espèces calcifiantes à cause de l'acidification de l'océan. Ok, donc du coup, alors l'océan, il nous aide beaucoup à ralentir le réchauffement climatique en ce moment, d'une part parce qu'il stocke la chaleur, d'autre part parce qu'il stocke le CO2. Mais en fin de compte, c'est pas. Enfin voilà, concernant la chaleur, c'est que temporaire. Concernant le CO2, c'est temporaire également, et puis ça dégrade le milieu marin. Donc c'est pas forcément une bonne chose de compter sur l'océan pour nous aider à résoudre le problème du changement climatique. J'aimerais maintenant qu'on aborde un peu la question de la diversité, de la complémentarité des approches, des méthodes, des outils qui sont utilisés dans la recherche scientifique pour pouvoir étudier l'océan et son rôle dans le système climatique. Et donc là, je pense que vous allez tous les trois pouvoir apporter des éléments de réponse, mais je vais commencer par toi, Samuel, donc, qui étudie la dynamique de l'océan à travers l'approche système complexe. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un terme un peu mystérieux. Voilà, je pense que ça mérite un éclaircissement. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, l'approche système complexe? En quoi ça consiste? Et comment tu étudies l'océan à travers ça? Oui, alors, en fait, c'est parce qu'il faut bien voir que quand on regarde l'océan, on a affaire à
un certain nombre de complexités, donc qui sont inhérentes au système qu'on regarde. D'une part, c'est un milieu où en fait, il y a énormément de phénomènes qui ont lieu simultanément. Et alors c'est très bien de pouvoir les comprendre de façon indépendante les uns des autres. Par contre, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans les océans et pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau du climat, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, et donc plus les prendre de façon isolée. Donc ça, c'est déjà une première complexité, c'est une difficulté qu'on a donc de faire ça, de le faire dans son ensemble. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Ensuite, il y a un vrai deuxième problème avec les océans, qui est qu'on a une gamme d'échelles qui est extrêmement étendue. À la fois pour des échelles temporelles, on a des phénomènes qui peuvent être très lents dans les océans, donc les circulations thermohaline, c'est quelque chose qui est très lent. Les courants ils sont rapides, mais ils ont des vitesses assez importantes, mais pour parcourir l'océan, ça peut être assez lent. On a par contre des phénomènes qui vont être beaucoup plus rapides, comme par exemple des processus de déferlement, de mélange océanique qui peut être beaucoup plus rapide. Donc on a déjà toute une gamme d'échelles temporelles comme ça, et on a également toute une gamme d'échelles spatiales qu'il faut prendre en compte. C'est ce que je commençais à dire un peu tout à l'heure. Donc on a des phénomènes qui se produisent à l'échelle du globe tout entier. On a les effets de marée par exemple, qui sont des excitations à très grande échelle, des tempêtes qui sont des excitations à grande échelle également. Mais en fait on va aller vers des échelles qui sont de plus en plus petites, et on a également tout ce qui va être dissipation énergétique, phénomènes de mélange, de retournement, qui vont plutôt avoir lieu à des échelles microscopiques. Donc il faut qu'on arrive à décrire à la fois toutes ces échelles spatiales et toutes ces échelles temporelles. Et donc pour prendre en compte donc à la fois ces échelles et tous ces phénomènes, donc c'est vraiment ça l'approche système complexe, et comment est-ce qu'on peut regarder tout ensemble et comment est-ce que toutes les choses interagissent entre elles. Donc après pour ça, je pense que donc Sabrina et Laurent vont être d'accord avec moi, on a recours à tout un tas de méthodes, on croise beaucoup d'approches et beaucoup de techniques. On regarde ce qui se fait du côté par exemple de l'océanographie physique, de la physique et de la mécanique des fluides, et aussi des mathématiques appliquées, de façon à essayer de développer un peu des modèles. Et après, on regarde également ce qui se fait, des observations de terrain, puisque c'est ça qui va vraiment nous informer sur la compréhension de l'océan, voir qu'est-ce qu'on observe, effectivement, comment est-ce que c'est effectivement dans les océans. On utilise également des approches de laboratoire, donc des expériences qu'on monte en laboratoire à plus petite échelle, des simulations numériques qu'on fait avec toutes les limitations qu'on peut avoir là-dessus, et également des approches beaucoup plus théoriques. On va chercher à développer des modèles qu'on va ensuite remonter, donc on va vérifier ensuite ces modèles par ces simulations, par ces expériences, et on va ensuite comparer aux données de terrain et voir si tout est bien cohérent, et si ça ne l'est pas, il faut retourner au modèle, il faut changer des paramètres, essayer de vraiment ajuster le plus possible. Donc c'est vraiment tout ça l'approche système complexe, et évidemment donc entre disciplines on collabore beaucoup, on discute beaucoup, parce qu'on ne peut pas, pour appréhender un système comme celui-ci, donc travailler de façon complètement isolée. Et donc du coup, Laurent et Sabrina, vous qui n'êtes pas dans l'approche système complexe, comment ça marche pour vous, en quoi votre approche? Donc toi, Laurent, tu es plus du côté de la modélisation, même si tu utilises, j'imagine, aussi beaucoup les observations. Sabrina, c'est le contraire, tu es plus dans les observations, mais tu utilises aussi la modélisation. Du coup, comment vous relevez les défis scientifiques en termes de compréhension de la complexité des interactions entre océan et climat? En quoi vos outils vous permettent de relever ces défis-là? Je sais pas. Vas-y. Tout d'abord, c'est vrai. Donc, les sciences du climat, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle entre différents compartiments, et dans les mêmes compartiments, que ce soit l'atmosphère, l'océan, on dialogue entre différentes spécialités. Déjà, donc la physique, la biologie, la chimie. Et dans ces spécialités, il faut faire des maths aussi, donc des mathématiques, que ce soit complexe ou pas, mais parce que par ailleurs, il faut mettre en équation pour les résoudre dans un modèle numérique, par exemple la biologie. Et donc la physique, encore, c'est presque des équations qu'on connaît très bien, qu'on ne sait pas trop résoudre, mais on connaît très bien. Pour la biologie ou la chimie même, sont des choses un peu plus complexes. Donc c'est fascinant. Si ce n'était pas pour ces changements climatiques, ça serait quelque chose dans lequel on serait heureux de nager tous les jours. Et après, effectivement, donc il y a les modèles numériques. Les modèles numériques résoudent des équations. Donc si on parle de la physique, par exemple, qu'on connaît très bien, mais qui sont des équations qui lient des échelles d'espace et des temps très différentes. Et donc, qu'on ne sait pas résoudre avec juste un stylo, et il faut utiliser des modèles mathématiques. Mais quand on utilise les modèles mathématiques, il faut discrétiser des échelles continues dans les temps et dans l'espace. Donc, comme disait Samuel, en effet, on doit faire un choix parce que les capacités des calculs sont limitées, donc on ne peut pas résoudre toutes ces échelles. Et normalement, celles plus petites, et avec ces plus petites, c'est encore
c'est encore énorme en termes d'échelle. On ne résout pas spécifiquement les processus. Mais quand même, les modèles nous servent pour comprendre, parce que l'océan, par exemple, on peut voir de l'espace avec les satellites, mais qu'est sa surface? Comme on voit ici, c'est juste la surface. On ne peut pas y pénétrer. Donc, pour pénétrer, il faut aller in situ, donc sur les lieux, et prendre des mesures des températures, des salinités, des pressions. Ce sont les 3 variables physiques, en plus toutes les variables chimiques, dont certains ils ont des capteurs, d'autres il faut recueillir l'eau et l'analyser en laboratoire, et sans parler de la biologie, où il faut ou bien l'analyser dans l'eau qu'on pêche, ou sinon mettre des filets, mais ce sont des mesures très localisées. Et d'ailleurs, une station peut prendre 4-5 heures, voire plus, quand il y a de la biologie. Donc, on connaît partiellement cet océan. On le connaît un peu mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais toujours est que dans les observations qui sont la réalité de terrain, on ne peut pas décrire tout. Donc, les modèles nous servent à chercher de comprendre et surtout, aujourd'hui, à prévoir. Et à prévoir, aujourd'hui, il y a un challenge énorme parce que naturellement, il y a les scénarios du changement climatique, mais comme on a parlé des événements extrêmes, on a aussi dans les climats, dans les changements climatiques, des échelles qui sont de plus en plus courtes, donc sont celles de la météorologie. Et donc, c'est un travail continuel d'échange entre différentes disciplines qui vont de la mathématique et qui peut être aujourd'hui aussi intelligence artificielle qui peut nous aider à résoudre. Ce sont des statistiques essentiellement un peu plus complexes et peut-être aussi mieux capables d'apprendre les systèmes physiques ou biologiques ou biochimiques et donc nous donner des éclairages sur des phénomènes que pour l'instant on saisit mal avec les observations et les mathématiques. Et donc je te laisse la parole sur la modélisation en général. Oui, peut-être dire 2 mots sur la modélisation. Donc vous avez compris qu'on essaie de mettre ensemble des spécialistes d'expérience en laboratoire, des gens qui vont sur le terrain faire toute une série de mesures. On utilise d'autres types de reconstruction indirecte pour avoir une idée du passé. On parle de paléo-océanographie. On est capable de reconstruire les conditions de l'océan il y a 1000 ans, 10 000 ans, des centaines de milliers d'années dans certains cas. Et puis, on complète l'ensemble de ces techniques avec de la modélisation à plein d'échelles différentes, pour comprendre des processus à toute petite échelle, mais aussi pour simuler l'évolution de l'océan au cours des prochaines dizaines d'années. Alors, je parle de l'évolution de l'océan. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution couplée du système climatique et donc de l'océan et de l'atmosphère. Donc, un mot sur ces modèles climatiques dont on entend beaucoup parler. Peut-être ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'océan, c'est un système complexe où vous avez toutes ces échelles et on n'est pas capable aujourd'hui en laboratoire de représenter l'ensemble de l'océan et de ses différentes composantes. Et donc on n'a pas d'autre choix pour essayer d'imaginer comment il pourrait répondre à l'augmentation des gaz à effet de serre que d'utiliser ces modèles mathématiques, donc ces équations qu'on va ensuite mettre dans des programmes informatiques et pour lesquels on va utiliser des supercalculateurs pour calculer l'évolution du climat. Donc ça, c'est les techniques que j'utilise moi. On développe des modèles climatiques qu'on utilise pour explorer les possibles des prochaines dizaines d'années. Et donc ces modèles climatiques qui représentent en équation ce qu'on sait de la circulation avec des limites, ce qu'on sait de la biologie. Donc dans mes modèles, je paramétrise la réponse du phytoplancton à une augmentation de température ou alors une augmentation du CO2. Et puis ensuite, on utilise ces gros outils numériques pour faire ces scénarios. Et donc ces scénarios, c'est ce dont on reparlera tout à l'heure. On parlera du rapport du GIEC et de la façon dont le GIEC exploite ces simulations et ces scénarios. Et donc on travaille, peut-être c'est intéressant aussi, on travaille entre disciplines, entre spécialistes, entre chercheurs qui utilisent des méthodes différentes, mais on travaille aussi à l'échelle internationale avec des collègues dans plein de pays différents. Et donc sur ces modèles climatiques qui sont exploités par le GIEC ensuite, on a à peu près une quarantaine de centres de modélisation du climat à l'échelle internationale qui chacun développe son outil de modélisation du système climatique. Et donc on a chacun ou chacune nos hypothèses de paramétrisation, de représentation du phytoplancton, de la vie dans l'océan. Et on va suivre le même protocole, faire les mêmes scénarios pour demain. Et comme ça, on peut comparer les différents modèles, savoir ce qu'ils vont donner. Est-ce que ça va se réchauffer d'1, 2 degrés, 3 degrés pour un doublement du CO2 dans l'atmosphère, par exemple. Et puis on compare nos résultats. Ça nous donne à la fois, en faisant la moyenne, une estimation qui est peut-être l'estimation médiane, et puis on a une incertitude autour de ces différentes estimations réalisées par différents modèles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est mélange des disciplines, biologie, chimie, physique, mathématiques, informatique, mélange des méthodes, on va sur le terrain, on travaille en laboratoire, on fait de la théorie, on fait de la modélisation, et puis ces aspects internationaux, à la fois pour l'observation de l'océan, toutes les nations observent ensemble,
Et pour la modélisation aussi, on développe des outils qui sont ensuite intercomparés. Bon. Du coup, on va rester sur ce sujet un petit peu de la complémentarité des approches entre observation, théorie et modélisation. Et on va voir justement assez concrètement comment ça aide dans la construction des connaissances, à résoudre certains débats scientifiques, à réduire éventuellement l'incertitude dans les projections climatiques et à construire le consensus scientifique. Et donc on va discuter d'exemples assez concrets. Je commence par toi encore, Samuel. Tout à l'heure, tu disais que tu parlais de certains processus dans la circulation océanique qui n'étaient pas bien compris, qui n'étaient pas bien représentés du coup dans les modèles. Et tu as participé à une grande campagne, tu parlais de collaboration internationale, tout ça. Tu as participé à une campagne d'observation internationale. Et c'est une étude qui a l'air de suggérer que ces problèmes de représentation dans les modèles au niveau de la circulation ont un impact sur la projection climatique de la fonte des glaces en Arctique. Et un résultat assez fort, je trouve, de cette étude, c'est que la banquise, elle pourrait disparaître beaucoup plus rapidement que ce que les modèles prédisent. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors c'est vrai que en fait, ce qu'on observe, c'est que la banquise dans l'océan Arctique, elle est donc évidemment en train de disparaître. Donc ça, c'est un fait, on est tous au courant maintenant. L'océan Arctique est en train de se réchauffer, donc à une vitesse assez folle, beaucoup plus vite que le reste des océans. Et par contre, ce réchauffement, il n'est pas bien compris. C'est-à-dire qu'on est face à un véritable défi dans la compréhension de l'océan Arctique. C'est un océan qui est très particulier, donc déjà il est peu compris, peu connu parce qu'il est assez loin, assez difficile d'accès pour nous. Et il y a un certain nombre de processus qu'on ne comprend pas dans l'océan Arctique ou qu'on ne connaît pas. Donc ce qui fait qu'à partir du moment où on les a pas en données, en fait, on ne peut pas les intégrer dans des modèles climatiques. Donc on ne peut pas les prendre en compte lorsqu'on va regarder ce qui se passe. C'est un océan qui est très particulier parce que c'est un océan qui est relativement isolé en fait, du reste du système océanique. Pour deux raisons. D'une part parce que il y a peu de points d'entrée, peu de points de connexion entre l'océan Arctique et les autres océans. En fait, il y a essentiellement le détroit de Bering qui connecte l'océan Arctique avec le Pacifique et le détroit de Fram qui va connecter l'océan Arctique avec l'océan Atlantique. C'est pas non plus énorme comparé à l'interconnexion des autres océans. La circulation thermohaline n'a pas lieu dans l'océan Arctique. Et on a un océan qui est relativement isolé de l'atmosphère du fait de la couche de glace. Donc on va être très protégé par des interactions atmosphère-océan. Par exemple, les tempêtes, on peut exciter les couches supérieures de l'océan Arctique. C'est pas vraiment ce qui va se passer. Par contre, comme cette glace est en train de fondre, on a une modification complète de la dynamique régionale de l'océan Arctique, qui est une dynamique qu'on connaît déjà pas très bien. Donc on est face à un double défi, c'est-à-dire qu'on cherche déjà à comprendre ce qui se passe dans l'océan Arctique, et en plus dans des conditions où cette compréhension elle est en permanence en train d'évoluer, puisque le système est lui-même en train de changer à une vitesse assez folle. Et donc cette étude, typiquement, c'est un grand projet de recherche qui avait été conduit avec plusieurs expéditions sur place, de façon à faire des mesures, essayer de voir un peu ce qui se passe dans cet océan. Le but, c'était de voir comment est-ce que la stratification de l'océan Arctique va interagir avec les glaces, avec l'atmosphère, et est-ce qu'on peut expliquer un peu la fonte des glaces. Et ce qui se passe, donc ce qu'on a avec les observations, c'est on se rend compte que cette fonte des glaces est en fait plus rapide que ce que la plupart des modèles prédisent. C'est-à-dire que donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des modèles qu'on fait en laboratoire avec des données qu'on a, on met des données dedans d'observations antérieures et on essaye de faire des projections. On dit voilà ce qui va se passer dans quelques années, dans dizaines d'années. Et par contre, ce qu'on observe maintenant sur place, c'est qu'on a une accélération de la fonte des glaces et une fonte des glaces qui est plus rapide que ce que les modèles en général prédisent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans les modèles, quelque chose qu'on ne comprend pas encore bien. Et donc justement, cette étude, ce qu'elle a pu montrer, c'est qu'il y avait déjà des phénomènes qui étaient présents sur place qu'on n'avait pas pris en compte jusqu'à présent. Et également, elle a permis de confirmer aussi que cette fonte des glaces, elle était plus rapide dans certains espaces de l'océan Arctique. Ouais, l'étude, elle suggérait qu'il pourrait y avoir un été sans glace du tout en Arctique d'ici à l'échéance 2030-2040, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs qu'on prévoit donc un océan libre de glace beaucoup plus tôt que ce qui était prévu initialement. Et donc ça, effectivement, on parle donc de 2030, 2040, 2030, c'est un peu la projection, l'extrapolation vraiment pessimiste. Mais effectivement, ça va arriver beaucoup plus tôt, enfin, a priori, vu la tendance actuelle qu'on observe, que ce qu'on imaginait auparavant. C'est lié à plusieurs facteurs. C'est lié notamment au fait que l'océan Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que d'autres océans. C'est lié au fait qu'il y a un apport d'énergie depuis les autres océans vers l'océan Arctique qui est assez important et plus important que ce qu'on imaginait en fait auparavant. Et ensuite, on a un effet de rétroaction, c'est-à-dire que les glaces sont en train de fondre, on a moins de réflexion du rayonnement solaire au niveau de l'Arctique, donc on va réchauffer plus facilement les couches supérieures. Et en parallèle, quand on forme de la glace, c'est au cours de l'hiver arctique, c'est de la glace très fragile qu'on forme, il faut des années avant qu'elle soit solide suffisamment pour pouvoir durer dans le temps. Et on n'arrive plus maintenant, avec le cycle qu'on a dans l'océan Arctique, à former suffisamment de glace au cours de l'hiver et à la maintenir toute l'année pour augmenter la taille de la calotte glaciaire, ou du moins pour la conserver. Et du coup, s'il y a cette incertitude sur la fonte de la glace et que potentiellement cette glace elle peut fondre plus vite, ça veut dire que la rétroaction de la glace, donc la glace elle empêche le rayonnement solaire d'être absorbé dans l'océan, donc quelque part si on fond cette glace c'est une amplification du réchauffement. Est-ce que ça veut dire que finalement on sous-estime un petit peu également le réchauffement à l'échelle planétaire du fait que on sous-estime la rapidité à laquelle la glace va fondre? Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment l'idée aussi de voir l'océan comme un système complexe. C'est-à-dire que si le couple, donc océan-atmosphère, donc le système climatique, si on commence à enlever des éléments dedans pour le modéliser, effectivement, on va mal le modéliser. Donc si on comprend mal, par exemple, ce qui se passe au niveau de l'océan Arctique, on va enlever quelque chose à la modélisation climatique globale, et donc on va avoir une projection qui va être erronée, donc d'une certaine façon. La tendance va peut-être être bonne, par contre, la prédiction à la fin va probablement être mauvaise. Donc mieux comprendre notamment donc, cette fonte des glaces dans l'Arctique et donc la rétroaction qu'il peut y avoir derrière. On a comme quelque chose qui est en train de s'emballer dans l'océan Arctique. Ça permet vraiment donc, d'améliorer un peu la compréhension et les projections qu'on peut avoir sur le climat. Oui, parce qu'après toutes les observations, vous allez les assimiler un petit peu dans le modèle, ça va améliorer le modèle et réduire les incertitudes. Oui, exactement, oui. Donc alors, maintenant, un autre sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, c'est l'arrêt potentiel de la circulation AMOC. Donc AMOC, c'est l'acronyme en anglais qui veut dire circulation méridienne de retournement dans l'Atlantique. Et donc l'arrêt de cette circulation, si ça se produisait, pourrait avoir des conséquences assez importantes, et notamment un fort refroidissement en Europe, comme c'est décrit un petit peu dans le film Catastrophe le jour d'après. Mais bon, c'est une question qui est très débattue depuis très longtemps. Il y a des études, et notamment une étude assez récente qui est parue dans le journal Nature Communication, qui suggère que donc, cette circulation pourrait s'arrêter. Il y a d'autres études qui suggèrent simplement qu'il pourrait y avoir un ralentissement de cette circulation. Est-ce qu'il y a d'autres études qui mentionnent par exemple pas de changement ou une augmentation de cette circulation? Est-ce que Sabrina, tu pourrais nous éclairer sur l'état des connaissances au niveau de ce sujet? Est-ce qu'il y a un ralentissement, un arrêt ou pas de cette circulation? Alors tout d'abord, si on regarde d'abord la réalité, ce qu'on sait de la réalité, donc on a commencé à développer des systèmes qui sont relativement coûteux mais nécessaires pour observer ces mouvements dans l'océan. Et donc depuis un peu plus de 20 ans, on observe des séries temporelles, ces courants profonds qui amènent de l'eau vers le nord ou de l'eau qui part des régions polaires et qui sont les constituants de cette AMOC dont tu parlais, donc de cette circulation thermaline. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que le système est beaucoup plus complexe de ce qu'on pensait. Donc c'est pas juste un courant qui part et qui diminue avec les temps, c'est un courant qui est très variable et ce sont des courants profonds, mais ont des variabilités très fortes. Donc ça, c'est la première surprise parce qu'on pensait que l'océan profond était pratiquement tranquille, un petit fleuve tranquille et qui n'avait pas toute cette dynamique complexe qu'on a en surface. En vérité, ce n'est pas le cas et on est encore en train de chercher de comprendre toute cette variabilité. Mais ce qui est aussi l'autre message, c'est que dans cette série temporelle qui dépasse les 20 ans, on ne voit pas
la diminution de l'AMOC. Donc, ou bien cet AMOC ne diminue pas encore, ou sinon, cette diminution est très faible par rapport au signal du reste de la variabilité qui est une variabilité naturelle. Et donc, c'est ce qu'on cherche à comprendre à partir des observations. Ensuite, naturellement, avec les observations, on ne peut pas regarder les futurs. Et tous les modèles qui sont pratiquement tous, je ne sais pas si c'est tous, mais les derniers exercices donc, des modélisations a montré que cette circulation diminue dans les temps, dans les prochains 100, donc d'ici la fin du siècle et au-delà. Et elle diminue pour l'instant dans ces modèles qui sont utilisés ensuite par les GIEC. Et donc, pour la faire arrêter, il faut faire quelque chose en plus. Donc, dans ces modèles du GIEC, pour l'instant, il n'y a pas la modélisation parfaite. Elle ne sera jamais parfaite, mais on va dire plus réaliste de la glace des mers, donc de cette interaction avec les rayonnements solaires et les réchauffements de l'Arctique. Mais il n'y a pas non plus, jusqu'à maintenant, la simulation de la fonte des calottes glaciaires. Et donc, c'est une physique très complexe qui va être mise dans les nouveaux exercices, mais qui n'était pas dans les cycles passés. Et donc, on ne sait pas exactement dans ces modèles comment cette glace continentale va fondre. Et si elle fond, elle risque d'y mettre beaucoup de ce qu'on appelle eau douce, donc eau pas salée, qui est très légère et qui reste à la surface et qui agit pas exactement comme la glace, mais elle requiert beaucoup plus d'énergie pour être déstabilisée et créer ces gros plongées d'eau dense jusqu'au fond qui sont les moteurs de cette circulation thermaline. Alors, il y a des simulations numériques qui ont cherché de simuler ça d'une manière un peu brusque, probablement. On peut peut-être pas très réaliste, parce qu'au fond, l'océan, à un certain moment, il va disperser cette eau si cette fonte dure quelques années. Et donc, quand on met tout l'eau, ou presque tout l'eau qu'il y a dans les Groenland dans l'océan, c'est clair que la tache d'eau légère est très grande, et donc ça empêche cette interaction. Et donc il y a beaucoup d'études qui supposent que si ça arrive, on pourrait avoir un arrêt de cette circulation. Mais en réalité, on n'a pas d'éléments pour juger aujourd'hui de la robustesse, sinon continuer à faire des études avec des éléments plus réalistes dans ces simulations, notamment les temps des fontes, la dissipation de cette eau, les transports de cette eau de surface ailleurs, etc. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques éléments. Donc en fait, ce sont les modèles, c'est les études essentiellement basées sur de la modélisation qui tendent à suggérer un arrêt de cette AMOC. Ah oui. Alors que dans les observations, on ne voit pas le signal. On ne voit pas le signal, au soit parce qu'il n'a pas encore commencé. Donc là aussi, il y a des débats parce que des chercheurs ils utilisent la température des surfaces de l'océan comme proxy, comme élément qui pourrait indiquer un affaiblissement de cette circulation, ce qui n'est pas encore vraiment prouvé. Mais dans tous les cas, les mesures directes ne montrent pas cette tendance, ou bien parce qu'elle est faible, ou bien simplement parce qu'elle est mélangée à la grande variabilité naturelle, et donc on ne sait pas la décerner de manière claire. Et depuis quand on a des observations de l'AMOC en fait? Direct, c'est la première grande série temporelle, c'est celle qui a été initiée à 26 degrés nord, qui s'appelle les Rapides, et donc ça a plus de 20 ans. Okay. Et c'est suffisant pour... là, on voit des variabilités hebdomadaires, mensuelles, saisonnières, interannuelles. On commence à voir du décennal, mais voilà, on n'a pas plus d'éléments. Donc ça fait partie de la difficulté de pouvoir... c'est encore une question ouverte. Sur plusieurs décennies, donc on a encore du mal à distinguer un signal qui se détache de la variabilité naturelle. Exact. Donc maintenant, je vais m'adresser à toi, Laurent. Tu as été contributeur pour l'écriture des rapports du GIEC, et donc j'aimerais en fait. Donc on entend souvent parler du consensus scientifique parmi les scientifiques du climat, et en particulier peut-être ceux qui travaillent pour le GIEC, mais le débat scientifique, il est aussi bien présent. Ça fait partie du processus d'avancement des connaissances, comme on a pu en discuter là jusqu'à présent.
Mais du coup, comment ça se passe au sein du GIEC quand on aborde des sujets qui sont débattus comme ça? Alors ça peut être des sujets purement scientifiques comme l'arrêt de la MOC, mais ça peut être aussi des sujets plus en lien avec des problématiques de société comme les questions d'adaptation, d'atténuation, tout ça. Comment est-ce que vous prenez en compte, comment est-ce que vous traitez les controverses, on va dire, quand il faut écrire un rapport comme le GIEC? Oui. Donc je redis peut-être 2 mots de ce que c'est que le GIEC et de comment Oui. on fonctionne au sein du GIEC, et puis ensuite je prendrai des exemples pour montrer comment le consensus peut émerger ou pas d'ailleurs, en fonction de certaines questions scientifiques clés. Oui, donc le GIEC peut-être redire que ce n'est pas un organisme de recherche. Donc il n'y a pas de recherche faite par le GIEC. Le GIEC qui a été mis en place à la fin des années 80 par les Nations Unies, donc par l'Organisation de la Météo Mondiale en particulier, son mandat c'est d'évaluer l'état des connaissances sur le changement climatique de façon très générale. Donc non seulement la physique du climat, la physique de l'océan dont on parle, mais aussi les conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activité, sur les hommes et les sociétés humaines, les questions de solutions, d'adaptation, comment est-ce qu'on peut s'adapter, puis aussi toutes les questions de solutions d'atténuation, comment on peut changer notre système de production d'énergie, par exemple, pour limiter le réchauffement climatique. Donc c'est beaucoup de thématiques qui sont couvertes par le GIEC. Et donc le GIEC, comment il fonctionne? En fait, il va mobiliser des scientifiques qui, pendant quelques années, vont travailler comme auteurs du prochain rapport du GIEC. C'est comme ça que fonctionne le GIEC. C'est des processus très longs, donc il y a eu toute une série de rapports. On parle de cycle du GIEC, on est aujourd'hui au début du 7e cycle, et donc on s'appuie beaucoup sur les rapports du 6e cycle qui ont été publiés en 2021-2022. Alors, quand vous êtes auteur pour le GIEC, vous êtes d'abord scientifique, vous travaillez dans votre laboratoire avec des publications scientifiques, mais quand vous êtes auteur, votre rôle c'est de lire des publications, de discuter avec vos co-auteurs et d'essayer de faire émerger, à partir des différentes publications qui sont présentes dans la littérature scientifique, le consensus. Le processus est long et je trouve intéressant parce que les auteurs travaillent sur un chapitre, un bout du rapport, sur leur expertise en général, mais ensuite ces rapports, ces chapitres sont ouverts à commentaires de l'ensemble de la communauté scientifique. Et il y a plusieurs étapes où, de façon très transparente, les chapitres sont ouverts à commentaires, l'ensemble des experts répondent en faisant des commentaires, et puis les auteurs ils doivent répondre aux commentaires, intégrer des améliorations potentielles dans leur rapport. Et donc c'est comme ça qu'on fait émerger le consensus. C'est le travail des auteurs à partir de la littérature scientifique, et puis un aller-retour avec l'ensemble de la communauté pour se baser sur l'ensemble de l'expertise. Et donc c'est pour ça que les résultats qu'on trouve dans les rapports du GIEC, ils font consensus. C'est grâce à ce processus long, un peu douloureux, de rédaction des rapports et d'aller-retour avec l'ensemble de la communauté scientifique. Alors je donne peut-être 2 exemples. Un exemple où il y a un consensus très clair et puis un exemple où il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique. Ça permet d'illustrer comment le GIEC va traiter aussi de l'incertitude. Donc un élément sur lequel il y a consensus, c'est la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Là, on a toute une série d'évidences, de preuves, qui viennent à la fois de l'observation, du réchauffement, de méthodes statistiques qui permettent de relier l'observation du réchauffement aux facteurs anthropiques, donc humains, qui sont responsables du réchauffement, des simulations climatiques qui nous montrent que si on ne tient pas compte de l'augmentation des gaz à effet de serre, on n'est pas capable de reproduire avec les modèles le réchauffement climatique, etc., etc. Donc on a toute une série de preuves qui nous permettent de déterminer la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Et donc le GIEC dit, il est sans équivoque, donc il n'y a pas d'incertitude, d'un point de vue GIEC en tout cas, il est sans équivoque que le réchauffement récent des derniers 150 ans est causé par l'action humaine. Et d'ailleurs, on va même plus loin dans le rapport du GIEC. Ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est que 100% du réchauffement de 1850 à aujourd'hui est lié aux activités humaines. Donc les facteurs naturels, la variabilité dont on parle, les variations de l'activité solaire ou les éruptions volcaniques, elles font varier le climat sur des échelles de temps variées, mais en tout cas, elles n'expliquent pas du tout le réchauffement entre 1850 et 2021. Donc ça, c'est un fait scientifique sur lequel on fait émerger le consensus grâce à la littérature scientifique et le travail des auteurs du GIEC. Et puis je donne un autre exemple pour lequel on n'a pas de consensus. Bon, on parlait de la banquise et de la fonte de la glace de mer en Arctique, ça pourrait être un exemple. J'en donne un autre qui est lié à l'augmentation du niveau des mers. Donc il y a consensus sur le fait que le niveau des mers augmente aujourd'hui, qu'il va augmenter demain et sans doute pour des centaines d'années à venir. Mais il y a beaucoup de débats sur l'amplitude de cette augmentation du niveau des mers à la fin du XXIe siècle. Pourquoi il y a débat? Parce qu'il y a un certain nombre de processus, alors cette fois-ci plutôt liés au fonctionnement des calottes glaciaires, donc la grande calotte en Antarctique en particulier. On comprend assez mal les processus physiques à petite échelle qui pourraient expliquer pourquoi cette calotte pourrait se déstabiliser, parce que l'eau se réchauffe, parce que l'atmosphère se réchauffe. Et donc il y a des grandes incertitudes là-dessus. Et il y a des débats dans la communauté scientifique sur la contribution de cette déstabilisation de la calotte en Antarctique à l'augmentation du niveau des mers.
Donc le GIEC propose une projection conservative, sans tenir compte de ces processus pour lesquels on a finalement peu de contraintes, plus 50 cm dans un scénario donné à la fin du XXIe siècle, mais il dit aussi, j'ai de l'incertitude, ou nous avons de l'incertitude sur tous ces processus-là, et ces processus, ils pourraient apporter 1 mètre de plus à la fin du XXIe siècle. Donc vous voyez que c'est très important sur nos projections de niveau des mers, mais le GIEC dit pour ça, on a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est un scénario où l'incertitude est grande, peut-être peu probable, mais où les risques associés seraient très importants. Et donc on trouve tout ça dans les rapports du GIEC. Des affirmations avec un fort niveau de certitude, le consensus a émergé, et puis d'autres affirmations avec un faible niveau de certitude, où le consensus est encore en débat dans la communauté scientifique. Merci beaucoup. Et juste pour revenir sur le premier exemple que tu donnais, la responsabilité des activités humaines dans le réchauffement, aujourd'hui, c'est sans équivoque. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans le GIEC. Au début, c'était oui, le réchauffement, il est probable. En fait, ce qui se passait, c'est que du côté modélisation, toutes les théories et la façon dont les modèles projetaient le réchauffement climatique indiquaient que les activités humaines étaient responsables du réchauffement, mais on ne voyait pas encore ce signal dans les observations. Et de ce fait, le GIEC ne pouvait pas être totalement certain que ce réchauffement était dû à l'homme. Et du coup, est-ce que tu ou vous pensez que ça a pu être une porte d'entrée pour le climato-scepticisme à ce moment-là? Enfin voilà, là il y a la certitude, mais elle n'a pas toujours été là non plus. Ouais. Peut-être d'un point de vue historique, ce qui est intéressant, c'est de noter que sur cette question du lien entre activité humaine et réchauffement de la planète, finalement on a la théorie de l'effet de serre depuis très longtemps. C'est le début du 19e siècle et les travaux de Fourier. On a d'autres travaux, en particulier le lien entre CO2 et climat dont je parlais sur les âges glaciaires et interglaciaires, ça date du début des années 80. On a les premières simulations avec des modèles climatiques dans les années 60 et 70, les travaux de Manabe qui a eu le prix Nobel de physique d'ailleurs pour ça il y a quelques années. Et tout ça on le savait avant finalement d'observer le réchauffement à l'échelle de l'ensemble de la planète. C'est difficile d'observer le réchauffement parce qu'il faut mesurer la température dans beaucoup d'endroits, être capable de faire des moyennes globales à partir de cette température. Donc c'est seulement au cours des années 80 qu'on est capable statistiquement de détecter proprement ce réchauffement. Donc c'est intéressant de voir que le réchauffement climatique, finalement, sa détection, elle arrive après la théorie, la modélisation, des inférences qui nous viennent du passé. Mais c'est avec tous ces éléments que même dans le premier rapport du GIEC, il y a déjà l'homme est responsable du réchauffement climatique, avec une probabilité forte sans être certaine. Donc il n'y a pas les termes sans équivoque dans les premiers rapports du GIEC, mais il y a déjà, en tout cas, suffisamment d'informations pour prévenir les gouvernements et pour l'action. Alors oui, comment les climato-sceptiques, comment tout ce mouvement s'est inséré là-dedans, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Il y a aussi de la mauvaise foi, des lobbies, des financements qui ont favorisé l'émergence de ces mouvements climato-sceptiques. Et puis quand on regarde l'histoire des mouvements climato-sceptiques, finalement ils se sont attaqués à tous les liens dans cette grande chaîne de cause à effet. Il y a des écrits climato-sceptiques qui mettent en cause le lien entre l'augmentation du CO2 et les émissions. Il y a des écrits climato-sceptiques qui mettent en cause même l'existence d'une température moyenne. Il y a des écrits climato-sceptiques qui mettent en cause la responsabilité de l'homme dans le réchauffement ou même l'impact du réchauffement sur les événements extrêmes, etc. Donc à chaque fois que la connaissance progresse, on a l'impression qu'on a du mal à éteindre ces voies-là. Et évidemment, on a du mal à éteindre ces voies parce que ça dérange un certain nombre d'entre nous, un certain nombre de lobbies, un certain nombre de secteurs d'activité. Cette connaissance scientifique et ce consensus qui en fait est là depuis très longtemps. Ouais. Et aussi, les systèmes climatiques fonctionnent de manière un peu complexe. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et peut-être des gens font des corrélations un peu faciles sur certains sujets qui, au fond, ils ne connaissent pas. Donc c'est cette complexité du système que peut-être c'est aussi un peu un argument qui fait si que c'est difficile à vraiment à comprendre cette cause et effet.
Merci. Je vais laisser la parole au public maintenant. Il nous reste un petit quart d'heure. Donc si vous avez des questions, allez-y. La parole est à vous. Oui, merci pour cet exposé, Denis Lacroix-Ifremer. Ma question, elle porte sur est-ce que finalement la plus grande difficulté, ça n'est pas de redonner du crédit à la science? Parce que tant qu'il restera une proportion importante, et la journée a commencé par un exposé de David Chavalarias montrant, d'ailleurs c'était tout à fait inquiétant, hein, qu'il y a quand même presque un tiers de personnes qui sont climato-dénialistes, comme on dit. Comment finalement pourrait-on travailler pour améliorer cette confiance en la science, ou en tout cas, si elle n'est pas totale, au moins faire appliquer le principe de précaution? C'est-à-dire que même si vous dites oui, on n'a pas de certitude que l'Antarctique va fondre et qu'on aura 1,50 m en 2100, si c'est 50 cm, tout le monde va hausser les épaules en disant on a le temps. Si c'est 1,50 m, c'est tout à fait inquiétant. Donc est-ce que, à défaut d'obtenir de la confiance, une meilleure confiance dans la science, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi travailler sur ce principe de précaution, notamment auprès des principaux décideurs, que ce soit dans le monde de l'économie ou le monde géopolitique? Je peux commencer, c'est évidemment une question très difficile. Oui, de toute façon, la prise de décision sous incertitude, c'est quelque chose dont les décideurs ont l'habitude. Ils prennent plein de décisions avec de l'incertitude. Donc j'ai l'impression, du point de vue des scientifiques en tout cas, la façon dont on est organisé aujourd'hui, alors dans la communauté scientifique, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas, des processus non encore observés. Et je crois qu'on est de plus en plus clair là-dessus. Mais on doit être aussi très clair sur ce qu'on sait qu'on sait. Et les rapports du GIEC en particulier, moi, ça me semble un merveilleux outil pour faire émerger ce consensus et faire émerger ce qu'on sait qu'on sait. Donc il y a beaucoup d'autres étapes entre la démonstration du fait scientifique et la prise de décision. Sans doute qu'il faut qu'on travaille plus, et on ne l'a pas fait suffisamment avec nos collègues des sciences sociales et humaines sur la prise de décision. Comment, à partir d'un fait scientifique et d'un consensus scientifique, à la fois l'opinion publique, les décideurs politiques peuvent être convaincus et aller vers l'action. Donc il faut sans doute qu'on sorte de nos laboratoires et de notre monde académique, scientifique ou sciences dures pour travailler bien plus avec les spécialistes des sciences cognitives, ceux qui travaillent sur la décision politique, pour aller plus loin. Alors il faut aussi qu'on comprenne pourquoi on a pris tant de retard finalement avec les éléments scientifiques qui étaient déjà là depuis la fin des années 70. Pourquoi on a 40 ans de retard, l'accord de Paris c'est seulement 2015, et on n'en est pas encore aujourd'hui à prendre les décisions qu'il faut prendre sur les trajectoires qui nous permettraient de limiter le réchauffement climatique. Oui, on doit faire beaucoup plus. D'un point de vue sciences dures, j'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut avec le rapport du GIEC, mais il faut sans doute aller plus loin. Et puis peut-être un dernier point pour être un peu moins sombre. Quand on me pose la question, oui, mais est-ce que vous n'êtes pas découragé finalement? Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions-là. Est-ce que vous n'êtes pas découragé par le fait que toute la science, le consensus scientifique qui a émergé, qui est de plus en plus clair, ne suffit pas à mener à l'action? Je réponds quand même que je me sens en tout cas moins déprimé qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans, parce que j'ai l'impression qu'on en parle déjà beaucoup plus, même si une part importante des populations ou de la population reste accrochée à ces thèses climato-dénialistes. Le consensus scientifique, il émerge aussi dans la population de façon générale. Quand on parle avec les jeunes en particulier, les différents mouvements qui s'emparent de ces questions-là, c'est incroyable comme les choses ont changé depuis 10 ans. Je prenais le train hier, le contrôleur dit à chaque arrêt, vous prenez le moyen de transport qui émet le moins de CO2. C'est quand même fou par rapport à il y a quelques années d'entendre ça tous les jours. Donc je pense que dans la population de façon générale, les choses ont vraiment changé. Et même dans le monde politique et dans le monde de l'action, si on peut regretter que ça n'aille pas suffisamment vite, on peut se féliciter aussi qu'il y ait déjà des actions en place. On n'est plus sur la trajectoire du pire où les émissions continuent à augmenter de 3% par an comme on la connaissait entre 2000 et 2010. Il y a déjà des politiques climatiques en place qui nous amènent aujourd'hui sur une trajectoire où on va stabiliser les émissions. Ce n'est pas suffisant de stabiliser les émissions, mais il y a quand même déjà des politiques climatiques en place. Donc regardons ce qui marche, appuyons sur ce qui marche et essayons d'aller plus loin et plus fort et plus vite. Mais j'ai du mal à répondre autre chose que ça. Ouais. Peut-être, moi, je peux apporter un autre élément. Bon, déjà, c'est compliqué pour les personnes qui ne travaillent pas sur ces sujets de vraiment
y croire que c'est rapide, que ça se passe maintenant. Et donc, je comprends, c'est jamais arrivé essentiellement dans la vie de l'humanité. Donc, je comprends qui n'est pas spécialiste, qui ne sait pas lire des courbes, il doute un peu. Mais par contre, je pense qu'en France, il y a vraiment un mouvement de la jeunesse qui est important. Il y a aussi des décisions politiques qui font aussi que nous, aujourd'hui, on forme tous les fonctionnaires. Tous les premiers rentrants à l'université ont des cours sur le climat et les changements climatiques. Donc les systèmes climatiques et les changements climatiques, y compris les événements extrêmes, sont un sujet qui fait partie du programme du collège et de la terminale. Et aussi, donc, par exemple, moi, physicienne, j'ai été appelée par Sciences Po pour enseigner un cours de formation, il l'appelle de formation commune, à tous les Master 1. Donc, ils peuvent choisir parmi 5-6 cours. Ils sont environ 600. Et donc, on donne, Laurent et moi, un cours sur océan et climat parce qu'ils nous ont appelés. Et on a commencé avec 100 étudiants. Donc, il y avait pas plus d'étudiants parce que c'était pas possible d'accueillir plus. Et il y a 2 ans, ils nous ont demandé à ouvrir à 200. Et donc, il y a une forte pression. Et quand on enseigne à ces jeunes, parce que notre message, quand on fait les constats de ce qui se passe, ce qui va se passer, ce n'est pas à cœur léger qu'on sort de la salle, mais en même temps, ce sont des jeunes qui, dans 2 ans, sont ils travaillent, ils vont prendre des décisions dans leur travail. Et donc, ils peuvent faire changer la société d'une manière très rapide. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a les vieilles générations de classes politiques, que ce soit territoriales, mais déjà les classes politiques territoriales, ils sont face au changement climatique. Si on regarde sur les côtes atlantiques, il y a plein de maisons qui, désormais, doivent être évacuées à cause de l'élévation du niveau de la mer. Je suis désolée, je ne suis pas française. Et de l'érosion des côtes. Donc, moi, je suis plutôt optimiste parce que on a les générations jeunes qui vont faire changer les trajectoires de manière très rapide. Ce qui sera important aussi à faire, c'est quand même amener les pays du Sud avec nous et pas juste rester dans notre pays, au continent, mais amener tout le monde sur cette trajectoire. Oui, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté. Il y a une 50aine d'années, même un peu plus, j'étais au CNEXO et je travaillais dans les domaines de biologie, mais j'entendais tout ce qui se passait par rapport à l'océan. À ce moment-là, il n'y avait pas la fameuse barrière entre la Mauritanie et la Floride avec plein de capteurs. Il y avait collé juste les mêmes mesures de surface. Et on discutait sur le fait que ce qu'on appelle le Gulf Stream, qui est censé réchauffer nos plages, qui en fait s'appelait à ce moment-là la dérive nord-atlantique, était en train de bouger et qu'il semblait qu'elle aille moins vers la Norvège et qu'elle aille plus vers le côté du Groenland et qu'elle aille réchauffer éventuellement le passage qui va être sur l'Antarctique. Donc tout ça m'amène à une question qui est beaucoup moins générale et importante que la précédente, c'est pour l'Europe. Il se passe qu'on se pose la question du fait que l'AMOC, apparemment, je crois, a diminué de 2005 à 2014, puis elle est remontée récemment, ou le contraire, enfin bref, il y a des choses, mais que globalement, elle diminuerait. Or, les recherches sur les calottes glaciaires, enfin sur les recherches géologiques ont montré que lorsqu'il y avait un AMOC très basse, c'était les glaciations, et que lorsque l'AMOC était très haut, c'était au contraire comme ça. Donc on est dans une contradiction avec le fait que on se réchauffe, et qu'en même temps on aurait un truc qui ferait que, du moins dans cette partie du globe de l'océan Atlantique, la côté ouest se gèlerait. Est-ce que vous avez des réponses ? C'est très intéressé. Hein, quand même. Je peux dire un mot de ce que disent les projections climatiques, donc les modèles qu'on utilise. Alors, Sabrina l'a déjà dit, dans ces projections climatiques, on simule effectivement une baisse de l'AMOC. C'est vrai. Alors, en fonction des modèles, 10% en moins à la fin du XXIe siècle ou 50%, 70% à la fin du XXIe siècle. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'intensité de cette baisse. Mais par contre, tous les modèles montrent un déclin de cette circulation thermohaline, de cette plongée des eaux profondes. La question, c'est quelle est la résultante sur le climat de l'Europe et la température de l'Europe ?
En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que contrairement aux événements paléoclimatiques dont vous parlez, où on a associé cette baisse de l'AMOC ou cet arrêt de l'AMOC avec un refroidissement sur l'Europe, pour les prochaines décennies, il y a 2 signaux qui s'opposent, cet impact de la baisse de l'AMOC et puis le réchauffement lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et en tout cas sur l'Europe, dans tous les modèles, le réchauffement l'emporte largement. Donc on aurait peut-être un réchauffement moins important, donc cette rétroaction négative, mais c'est quand même le réchauffement qui l'emporte. On ne va pas du tout vers le scénario du jour d'après, le film dont parlait Sabrina. Il n'y a aucun modèle qui nous le dit. Alors il y a encore de l'incertitude, on peut imaginer certaines zones qui pourraient, en tout cas au large du Groenland, dans l'océan, se refroidir, c'est ce qu'on voit déjà en partie. Mais sur l'Europe, ce n'est pas du tout ça que nous disent nos modèles. Oui. De Groenland l'année dernière, ça refroidissait plus. Comme j'ai déjà dit, les observations, ils ne montrent pas les signal n'est pas perceptible par rapport à la variabilité surprenante qu'on a découvert dans ce type de courant. Donc, on est encore vraiment dans l'incertitude. Donc, c'est pour cela qu'il faut plus d'études pour chercher diminuer cette incertitude et avoir une réponse. Mais toi, tu disais que l'Arctique se réchauffe énormément. Cet réchauffement descend de plus en plus en Europe. On a la Méditerranée qui se réchauffe énormément. On a les systèmes météorologiques qui changent un peu parce qu'on a un Arctique plus chaud et donc il y a une différence entre tropique et Arctique qui est un peu plus faible. Et donc, si on avait un petit coup de refroidissement, ce serait que du bien. Il reste 1 minute et demie. Une dernière question rapide. Oui, je disais que j'ai été choquée quand j'ai lu que le résumé à l'intention des décideurs du GIEC est écrit non seulement par les experts, en qui j'ai toute confiance, mais aussi par les membres du gouvernement, en qui j'ai moins confiance, globalement. Et comment vous, en tant qu'expert, vous vous battez, entre guillemets, parce que j'imagine que eux cherchent un peu peut-être à atténuer ils vont dire oui, les experts sont dans le catastrophisme en gros, et j'imagine qu'ils cherchent à atténuer un petit peu ce qui peut se passer comme impact. Oui. Comment vous faites face à ça ? Oui, c'est une bonne question. Je peux vous raconter comment ça se passe et quels sont à la fois les avantages et les inconvénients de cette façon de fonctionner dans le GIEC. Donc le GIEC fonctionne avec des experts, des auteurs. Pardon ? Ah oui. 1 minute. Oui. Pardon. Donc le GIEC fonctionne avec des auteurs qui sont des scientifiques, les experts dont vous parlez, pendant 3 ou 4 ans pour écrire ces énormes rapports qui font des milliers et des milliers de pages. Et à partir de ces rapports, ce sont les experts qui écrivent le résumé pour les décideurs. Donc il est écrit par les experts. Mais ensuite, il y a cette phase d'approbation où pendant 1 semaine ou plusieurs jours, les experts qui ont écrit le résumé vont défendre ligne à ligne le résumé devant des représentants des différents gouvernements jusqu'à obtenir l'approbation sur l'ensemble du résumé. Alors d'abord je dis pourquoi c'est important et après je dis quand il y a des désaccords, comment on peut les résoudre. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une fois que ce résumé pour décideurs il est adopté, approuvé par l'ensemble des représentants des 195 pays membres du GIEC, il n'y a plus de discussion sur la science. Quand vous partez à la COP, de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique, il n'y a plus de discussion sur la science. Tous les pays ont approuvé le résumé pour les décideurs qui est issu de ce processus GIEC. Donc ça, c'est, j'imagine, la façon dont ça avait été pensé tout au départ et qui fonctionne bien. Alors après, oui, pendant cette semaine où les experts défendent ligne à ligne leur résumé pour décideurs, certains représentants de certains pays ont comme agenda politique de diminuer la portée de certains messages. C'est vrai. Donc les experts se défendent en disant ce résumé, cette phrase, elle s'appuie sur ces milliers de pages qu'on a dans les rapports. Donc ils ont un avantage. Il y a ces milliers de pages qu'on a dans les rapports qui est derrière eux finalement et qui leur permet, sur certains cas, de tenir bon et de dire non, c'est ce que dit le rapport du GIEC, c'est pour ça qu'on a ça dans le résumé pour décideurs. Donc les messages finalement, et même la teneur des messages, elle n'est pas fortement modifiée par ce processus-là. Et le dernier point peut-être qui est intéressant, c'est que ça arrive dans certains cas qu'un pays dise moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont ce message-là est rapporté dans le résumé pour décideurs. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu sans fin. Et de ce que j'ai compris de la façon dont fonctionnent en tout cas les présidents des groupes du GIEC, c'est qu'il y a ce dont ils appellent la bombe atomique pour essayer d'éviter cette situation-là, c'est qu'ils disent si vous n'êtes pas d'accord, vous, représentant de l'Arabie Saoudite par exemple, on aura une note de bas de page qui dit adoptée par l'ensemble des pays, sauf ce pays-là. Et ça, les pays en général, ils ne le veulent pas. Et donc ça permet d'emporter l'adhésion et l'approbation. Donc en tout cas, les expériences que j'en ai moi et qu'en ont surtout les gens qui ont piloté ces étapes d'approbation,
C'est difficile, mais en général, le message, la teneur des messages, elle est préservée. Et l'avantage, je le redis encore une fois, c'est qu'une fois que c'est approuvé, il n'y a plus de discussion sur l'état de la science quand on doit prendre des décisions politiques pendant les COP. Merci beaucoup à tous les trois pour tous ces éclairages et merci à vous pour les questions.